Bonjour, Trécilian. Bonjour, monsieur. Et joyeux Noël, Trécilian. À vous aussi, monsieur. Hercule, avez-vous des nouvelles de la jeune fille ce matin? Je vous souhaite un joyeux Noël, monsieur Harry. Oui. Mademoiselle Estravados dort paisiblement. Elle a, je crois, été touchée aussi à la clavicule. J'ai entendu ce qu'a dit le docteur hier soir, mais d'après vous, qui a pu faire une chose pareille? Pardonnez-moi. Alors, qu'avez-vous découvert, Poirot? C'est très intéressant, inspecteur Japp. Ce matin, j'étais dans la chambre de mademoiselle Pilar. J'ai ouvert un tiroir et quelle ne fut pas ma surprise à cette heure d'y trouver ce passeport. Je m'en occupe, Poirot. J'en attendais pas moins de vous. Pouvez-vous m'expliquer ce qui se passe? Joyeux Noël, ma chère Maggie. Bonjour à tous. Si vous voulez bien entrer. Je vous en prie, n'hésitez pas à vous installer confortablement. Mademoiselle Estravados a quelque chose d'important à vous dire. Vous pensez que je suis votre nièce, Pilar Estravados. Mais je ne suis pas votre nièce. Enfin, je ne comprends pas, Pilar. Je ne voulais pas le dire. Pas encore, mais ce n'est pas honnête. Jusque-là, rien ne portait à préjudice, donc jouer ce jeu, pour moi, c'était amusant. Mais quand Lydia a dit qu'une part de l'argent me revenait, et que cela n'était que justice, j'ai compris que je n'aurais pas le courage d'aller plus loin. Pardonnez-moi. Pilar a été tuée alors que je voyageais avec elle en voiture en Espagne. Je me suis retrouvée sans argent, sans famille, sans but et sans endroit où aller. Alors je me suis dit, pourquoi n'irais-je pas en Angleterre pour devenir riche ? Quand ça a commencé, c'était amusant et même excitant. C'est proprement ignoble. Ceci est criminel. Prendre la place d'une morte pour de l'argent. En tout cas, ce n'est pas ton argent qu'elle risquait de prendre, radin. Alors, je ne suis plus ton oncle, c'est une bonne nouvelle. J'ai bien peur que ce ne soit plus sérieux que cela. Si elle a menti pour cela, elle peut également mentir pour le reste. Je vais vous dire ce que je crois, mademoiselle. Quel est votre nom? Lopez. Conchita Lopez. Écoutez-moi bien, mademoiselle Lopez. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Quand monsieur Lee s'est aperçu que les diamants avaient disparu, il vous a demandé de venir le rejoindre après le dîner. Ce que vous avez fait, il vous a accusé du vol des diamants et bien entendu, vous avez nié. Oh, mais non! Tout cela est faux. J'ai effectivement quitté le salon après dîner pour monter dans ma chambre, prendre un mouchoir. Et j'en ai profité pour me repoudrer le visage. Ensuite, je me suis dit que si je rendais une petite visite à Siméon Lee, le vieil homme serait très heureux. Quand je me suis engagée dans l'escalier, j'ai aperçu une ombre. Il y avait quelqu'un devant la porte de monsieur Lee. J'ai reculé tout doucement et je me suis cachée dans un recoin sombre. J'avais très peur que la personne me surprenne. Je ne voulais pas qu'elle pense que j'essayais... Je ne me souviens plus du mot. De s'attirer ses bonnes grâces. Oui, Non. Continue, Pilar. Conchita. j'ai entendu cet horrible cri, des bruits de chute, un hurlement. Et quand tout le monde est arrivé, je suis sortie de ma cachette et me suis joint à... Mais attendez une minute. Tout ceci me paraît assez confus. Vous dites avoir vu une personne qui était devant la porte de Siméon Lee ce soir-là. Qui avez-vous vu? Je ne peux pas vous le dire. Je ne sais pas de qui il s'agissait. Il faisait trop sombre pour distinguer, mais... C'était une femme. Sornette! Elle invente n'importe quoi pour se tirer d'affaire. J'ai toujours dit qu'un étranger avait tué mon père. Si vous voulez mon opinion, Siméon Lee, feu votre père, a été tué par quelqu'un de sa famille. L'un de nous, alors. Ça, je le réfute. Oh non. Et chacun d'entre vous avait un motif dans cette pièce. C'est insensé.
baliverne que tout ça. Eh bien, je vais commencer par analyser votre cas, monsieur Georges Lee. Non, non, Vous attendez. n'aviez aucun sentiment pour votre père. Vous êtes resté en bon terme avec lui uniquement pour l'argent. Et le jour de sa mort, il envisageait de vous couper les vivres. Mais vous saviez qu'en cas de décès, vous auriez probablement hérité d'une somme très substantielle. Et ceci est un motif suffisant. Je n'ai jamais Après rien dîner, vous entendu. avez téléphoné du salon. Je peux vous dire que cet appel a duré 13 minutes exactement. Vous aviez donc le temps de monter à l'étage pour assassiner votre père. Et vous prenez bien soin de quitter la chambre en tournant la clé depuis l'extérieur, et ceci dans l'espoir de faire croire à une vulgaire histoire de cambriolage. Mais vous omettez dans votre précipitation de laisser au moins une fenêtre ouverte pour étayer cette thèse maladroite du voleur. Et ce fut une stupidité. Mais vous voudrez bien me pardonner l'expression, plutôt du genre stupide. Et très souvent, les gens stupides sont des criminels en puissance. Je vous interdis de parler à mon époux sur ce ton-là. Ah oui? Ensuite, il y a bien entendu Madame Lee. Elle aussi avait un bon motif. Elle est, je le crois, endettée. Et le ton employé par M. Siméon Lee à ce sujet a dû également la mettre mal à l'aise. Roger, vous savez bien que Et de plus, certainement, elle n'a pas d'alibi. il n'en est pas question entre nous. Elle a dit vouloir téléphoner, mais elle n'a passé aucun appel. En fait, nous n'avons que sa parole et ses affirmations sur son emploi du temps. Je suppose que ça va être notre tour à présent. Et puis-je vous suggérer cette version des faits? Ce cher Alfred aurait tué son père bien-aimé alors que nous nous trouvions tous les deux dans le salon, par exemple. Eh bien, ceci est très simple, monsieur. Vous et votre frère êtes en très mauvais termes, n'est-ce pas? Oh, ce n'est un secret pour personne. Mais laissez-moi supposer que cette mauvaise entente fasse partie d'un complot. Laissez-moi supposer que vous et lui vous êtes rencontrés quelque temps auparavant. Alors arrive enfin le soir du meurtre que vous avez bien préparé. Vous êtes tous les deux en grande discussion. L'un d'entre vous reste dans le salon et continue de parler haut et fort pour donner l'apparence d'une altercation. Mais il est seul. Pendant ce temps, son frère monte au premier et commet le crime. Et nous nous occupions de père jour et nuit. Vous êtes diabolique. Mais ce n'est pas une silhouette de femme que mademoiselle Lopez a vue devant la porte de la chambre de Siméon Lee. Mais peut-être que mademoiselle Lopez nous ment, dans le but cette fois de protéger un homme pour lequel elle nourrit des sentiments. Oh non, je vous interdis, vous n'avez pas le Non, droit. c'est faux. En fait, c'est moi que Pilar a vu. Vous, Lydia? Et je m'en veux d'avoir été aussi lâche. D'avoir gardé le silence parce que j'étais effrayée. Vous feriez mieux de dire la vérité, Madame Lee. J'ai repensé à cette scène si déplaisante que nous avons eue avec Siméon, juste avant le dîner. Quand Pilar, je voulais dire Conchita, a quitté le salon ce soir-là, j'avais décidé de m'expliquer avec Siméon. J'allais être très ferme avec lui et lui annoncer qu'Alfred et moi quittions la maison définitivement. Enfin, Lydia? Oui, oui, c'est vrai. J'en avais assez de ces humiliations, Alfred. Oh. Donc j'ai frappé à sa porte, mais sans obtenir de réponse. J'ai recommencé, sans plus de résultat. J'ai essayé d'ouvrir la porte, mais elle était verrouillée. C'est alors que j'ai entendu le terrible bruit à l'intérieur de la chambre. Je suis restée figée, paralysée. Ensuite, Alfred et les autres sont arrivés, et ils ont entrepris d'enfoncer la porte. Quand elle a cédé, j'ai vu l'intérieur de la pièce. Il n'y avait absolument personne. Juste Siméon qui était mort. Il n'y avait personne. Vous me comprenez? Personne. Et personne n'en est sorti. Et durant tout ce temps, vous n'avez rien dit. Non, parce que si je l'avais fait, vous en auriez immédiatement conclu que j'avais assassiné mon beau-père Siméon. Non, 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 madame. Quand vous avez entendu ce hurlement effroyable et quand vous avez entendu ces bruits étranges, Siméon Lee était déjà mort. Il était déjà mort. Qu'est-ce que ça veut dire, déjà mort? Ne vous ai-je pas dit, inspecteur Japp, que j'avais cru voir un fantôme? Car en fait, la première apparition, je l'ai eue en visitant une échoppe du village. Et le tenancier de cette échoppe, qui est un garçon très gentil, n'est-ce pas, vend des jeux et déguisements pour les enfants. Et quel est le mot exact? Ah, oui, des farces et attrapes. Vous voudriez nous faire croire que tout cela est une mascarade, un jeu? Non, 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 madame, ce n'est pas un jeu, mais une farce des plus morbides. Le meurtre par lui-même était simple.
C'est ensuite qu'intervient la mise en scène. Les diamants disparaissent du coffre que Siméon Lee n'avait pas refermé. L'assassin empile le maximum d'objets les uns sur les autres au centre de la pièce. Ensuite, il passe une fine et résistante cordelette autour de cette tour improvisée. Les deux extrémités de la corde sont réunies et descendues jusqu'au sol par la fenêtre entr'ouverte. La porte est refermée de l'extérieur. Tous les éléments sont en place. Notre meurtrier sort tranquillement de la maison, attend quelques instants et se rend au pied du mur sous la fenêtre de Siméon Lee. Là, il saisit les deux extrémités de la corde. Et finalement passe à la dernière étape de son plan machiavélique. Mais le cri, dites-moi, ce hurlement terrible. Ah oui, bien sûr. Le fameux cri de mort de Siméon Lee, le cri d'un homme qui meurt dans la souffrance et rend son âme à Dieu. Monsieur Harry Lee est proche de la vérité quand il me parle d'un cri similaire à celui d'un cochon. Et c'est ici qu'intervient mon ami le commerçant du village avec ses objets hétéroclites. Bonjour. Dans cet établissement plutôt excentrique, on y vend de petits ballons longs et roses sur lesquels est dessinée une tête de cochon. On les appelle le cochon qui meurt. On les gonfle comme les autres ballons. Mais ils sont munis à leur extrémité d'une cheville de bois retenue par un embout de caoutchouc pour retenir l'air. Notre meurtrier avait placé un de ces ballons dans la pièce et attaché la cordelette à l'extrémité de cette baudruche. Son forfait accompli, il ne restait plus à notre assassin qu'à tirer la ficelle pour récupérer les débris du ballon, ne laissant dans la pièce que la petite cheville de bois et le petit anneau de caoutchouc. Mais vous savez, le principal indice dans cette affaire m'a été donné bien involontairement par Tressilian, le maître d'hôtel. Il m'a dit qu'il avait eu un étrange pressentiment, comme si le passé revenait. Il a dit qu'il avait l'impression de voir un mirage, comme s'il revivait le passé. C'est une chose très simple qui a déclenché ce sentiment étrange, ce malaise. C'est quand il a vu monsieur Harry Lee, quand ce dernier est entré dans la maison. Que Dieu me pardonne, c'est ce vieux Tressilian. Monsieur Harry, c'est vous? Et quand vous avez vu le visage de monsieur Harry Lee, vous avez su pourquoi. Mais que diable, expliquez-vous. Car le visage de monsieur Harry Lee ressemble trait pour trait à celui de son père. Mais la ressemblance est encore plus frappante si vous observez le portrait de Siméon Lee accroché dans l'entrée. En effet, tous les hommes de la famille Lee ont quasiment le même visage. C'est parfait, Poirot. Tout ceci me paraît très clair, pas de doute. Mais qui est donc ce meurtrier dont vous nous parlez, Hercule? Ah, je reconnais bien le brave inspecteur Japp, toujours présent pour aider Poirot à accomplir sa tâche. Eh bien, inspecteur, avant de répondre à votre question, il est nécessaire que nous fassions un petit changement de décor.